Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à nouveau pour ce 10e et avant-dernier webinaire avant la trêve estivale, un webinaire Avélo 2. Donc, je suis Mathilde Pavageau-Mancheron, l'animatrice du programme Avélo 2 au service transport et mobilité de l'ADEME, accompagnée donc de Thomas Joanneau et Flavien Lopez, mais ainsi que de nombreux intervenants que vous aurez le plaisir de découvrir pendant ce webinaire et que je remercie dès à présent. Et donc, bienvenue à tous pour ce webinaire donc, sur la question du tourisme et notamment à développer le tourisme à vélo dans les territoires. Alors, avant toute chose, dans le cadre d'une stratégie cyclable, donc il est vraiment essentiel quand même en premier lieu de proposer des services aux habitants, que ce soit les collégiens, les apprentis, les personnes, les salariés, etc. Mais avant les tourismes. Pour autant, et aussi pourquoi en fait ce petit pas de côté par rapport à la mobilité quotidienne, c'est entre autres l'approche de l'été, mais surtout c'est que de nombreux territoires, et vous en faites probablement partie, possèdent un fort caractère touristique. Donc, ils doivent faire face à la difficulté d'anticiper des flux beaucoup plus importants de touristes, et notamment des touristes à vélo, qui vont être du coup beaucoup plus nombreux à des périodes récurrentes sur une année donnée. Donc, du coup, comment intégrer l'enjeu du tourisme à vélo pour une politique cyclable à 360 et rester justement pertinent avec les enjeux et les besoins de son territoire. Donc, c'est ce que ce webinaire veut vous présenter en s'appuyant notamment sur l'étude de Vélo au territoire publiée en 2021, Développer le tourisme à vélo dans les territoires. Donc, à nouveau, un grand merci aux intervenants de ce jour de nous faire part justement de vos conseils, de vos retours d'expérience. Moi-même, je ne pourrais pas être parmi vous à l'issue de ce webinaire. Et je vous souhaite en tout cas à tous d'en ressortir avec de nombreuses idées, de nouvelles solutions face aux problèmes que vous pourrez rencontrer actuellement sur vos territoires. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire à chacun, à chacune, et je laisse la parole au CEREMA, à Thomas ou à Flavien, je ne sais qui reprend la parole. Merci à vous. Merci beaucoup Mathilde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire effectivement consacré au tourisme à vélo. Je remplace Agathe Dodibon qui a organisé tout ce webinaire mais qui ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui. Alors oui, le développement du tourisme à vélo, ça fait partie intégrante d'une politique vélo globale. Ça fait appel aux leviers incontournables que sont l'infrastructure, les services, la promotion, la communication. Sachant que vélo tourisme et vélo utilitaire, ou plutôt vélo mobilitaire, c'est un terme cher à l'association Vélo et Territoire qui nous accompagne aujourd'hui, elles ne sont absolument pas imperméables, ces pratiques, elles sont poreuses. Le tourisme à vélo entraîne la pratique du vélo au quotidien et inversement, on a pu l'observer dans certaines études. Alors, pour aborder tous ces sujets, on vous propose 3 temps dans ce webinaire, un webinaire que nous commencerons en compagnie de Sophie Rapinel, qui nous présentera les principaux enseignements de la publication de référence sur le sujet, qui est développer le tourisme à vélo dans les territoires. On enchaînera ensuite avec la question de la mobilité à vélo des touristes sur leur lieu de vacances avec Gilles Guiral, qui est responsable service activités et sport de nature à la communauté d'agglomération Royan-Atlantique. Et puis, nous terminerons avec 2 retours d'expérience qui nous viennent de territoires peu denses. Nous nous rendrons d'abord dans la Sarthe avec Benoît Barre, qui est chef de projet Action Cœur de Ville pour la ville de La Flèche et Sablé, et puis Claire Josse de l'Office de tourisme de la Vallée du Loir, qui nous présenteront l'exemple de la commune de La Flèche. Et puis, nous pédalerons ensuite jusqu'en Côte d'Or avec Laurence Bréban, qui est vice-présidente de la communauté de communes Rive de Saône, et Mathilde Berthet, qui est directrice aménagement du territoire, également à la communauté de communes Rive de Saône. Voilà, on aura l'illustration de la mise en tourisme d'un territoire fluvial. Alors, voilà pour le programme. En guise d'introduction, et avant de laisser la parole à Sophie, on voudrait vous interpeller avec 2 questions qu'on vous a préparées sur un board Klaxoon, dont Flavien vous a normalement mis le lien dans le chat. Alors, je vais partager mon écran. Je vous encourage à donc, cliquer sur ce lien. Et normalement, si tout va bien, vous devriez arriver sur cet écran-là. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde a pu se connecter à ce chat. Donc, on vous propose une première question qui est une question simple ici sur cette partie du board. C'est quelle photo représente le plus le tourisme à vélo selon vous? Donc, pour vous manifester, il suffit de cliquer sur
sur l'image et puis d'utiliser, voilà, d'utiliser le petit cœur qui est ici et on va voir le nombre d'images qui recueillent le plus de suffrages. Je vous laisse commencer à voter, je retire le mien. Voilà, et je vous laisse voter. Alors, ça semble assez tranché, hein. Donc, les images, hein, sont représentatives de certains types de pratiques, hein. En haut à gauche, on a plutôt le vélo, le VTT, hein, voilà, le sport VTT. En haut à droite, on a plutôt le vélo sportif. Et puis, en bas, on a à gauche plutôt l'itinérance vélo. Je parle sous couvert de Sophie, hein, Rapinel, hein, qui est experte de sujet. Et puis en bas à droite, plutôt le vélo loisir. On voit que les représentations que vous faites du tourisme à vélo penchent plutôt vers les deux pratiques du bas, hein, pour ceux qui ont voté. Donc voilà, ça fait écho aux représentations qu'on peut se faire du tourisme à vélo. Et puis, vous pouvez continuer à voter sur le klaxon et on vous invite en même temps à répondre à cette question qui concerne plus la politique de votre territoire. On vous invite à répondre oui ou non à la question: avez-vous intégré le tourisme à vélo dans votre politique cyclable? C'est aussi intéressant pour nous aussi pour avoir un retour, un regard, une vue d'ensemble voilà, l'intégration du tourisme dans les politiques de vos territoires. Et donc, on vous invite à insérer un post-it, hein. Donc, voilà, il y avait un exemple ici, hein. Donc là, vous insérez les choses. Là, il y a un numéro qui vient d'être mis. C'était peut-être un texte, mais on voit que la communauté Rive de Saône a répondu bien évidemment oui à la question et elle démontrera justement ce oui en fin de webinaire. Donc, pour le faire, hein, il suffit voilà, de cliquer sur la petite flèche qui est en bas au centre de votre écran et puis d'insérer une idée. Voilà, ici avec votre organisation et votre nom, prénom. Donc, voilà, les territoires de Savoie notamment Albertville, qui témoignent de la prise en compte du tourisme à vélo dans la politique cyclable, notamment la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon également. Alors, on a plutôt des oui. Alors, faut pas, ceux pour lesquels ce n'est pas le cas, ça nous intéresse aussi, c'est peut-être encore plus intéressant, hein. Donc, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. En tous les cas, pour l'instant, la question du tourisme semble être déjà prise en compte dans les personnes qui s'expriment. Je les remets ici. On n'a qu'un seul nom pour l'instant. Ce qui n'était pas forcément une évidence, parce que le programme à Vélo 2, il est quand même plutôt centré sur les mobilités du quotidien. Donc, on voit quand même que la question du tourisme semble être intégrée. Avec quand même quelques territoires pour lesquels ça serait, voilà, le tourisme à vélo serait une nouveauté, ce qui donne tout son sens au webinaire de ce jour qui, je l'espère, pourra inspirer les territoires pour démarrer une politique du tourisme à vélo. Écoutez, ce que je vous propose, c'est on est toujours preneur, hein, des informations sur le sujet.
mais je vais départager mon écran et oups. Voilà, je vais départager mon écran et je vais vous proposer d'écouter notre première intervenante, donc Sophie Rapinel de Vélo et Territoire, qui va jeter les bases d'une politique de vélotourisme réussie à travers donc, le résumé ou les grands enseignements de la publication de référence qui a été, je crois, publiée en fin d'année dernière par Vélo et Territoire. Sophie, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Et effectivement, une publication qui a été diffusée en octobre 2021. Je vais le préciser un peu plus loin. Je voulais tout d'abord remercier évidemment l'ADEME et le CEREMA d'avoir convié Vélo et Territoire à ce webinaire. Je vais tout d'abord quand même vous présenter rapidement le réseau Vélo et Territoire et effectivement ensuite m'attacher à vous présenter les tendances et les enjeux du tourisme à vélo. Et j'ai été ravie de voir que voilà, beaucoup de territoires sont déjà engagés sur le sujet et d'autres le seront très bientôt. Alors, qui est Vélo et Territoire? Donc, on se désigne comme voilà, étant le coordonnateur du réseau national cyclable national. Et voilà, on a pour métier d'agir sur le développement des politiques cyclables au niveau national. On existe donc depuis 1999 et aujourd'hui, on rajoute plus de 150, 160 même aujourd'hui adhérents pour construire la France à vélo de 2030. Cette France à la vélo de 2030, donc c'est donc notre cap stratégique, hein. Ça s'articule, ce cap, il s'articule autour de 6 axes. L'achèvement évidemment des schémas vélo au profit de l'équilibre des territoires en s'appuyant sur les différents schémas aux différentes échelles avec l'objectif de finaliser les 25 600, enfin presque 600 kilomètres du schéma national. On est arrivé aujourd'hui à 76%, donc c'est une belle avancée. L'objectif étant également de développer un maillage supplémentaire avec 100 000 kilomètres pour compléter les aménagements cyclables actuels et notamment les véloroutes pour que l'offre soit évidemment cohérente, structurante et à la portée de tous. On ambitionne également voilà, de faire du vélo un outil de mobilité à part entière. Et là, l'idée, c'est bien de diffuser la culture vélo dans tous les territoires et vers tous les publics. Avec un objectif de 12% de part modale, on en entend régulièrement parler. Et ça rejoint, parce que c'est en cohérence évidemment avec la stratégie nationale carbone. On a encore du travail, hein, parce qu'aujourd'hui, les chiffres nous démontreraient qu'on est à 3% seulement. Donc vraiment, il faut continuer les efforts, poursuivre les efforts. On a également, voilà, dans notre cap stratégique, l'axe de quadrupler les financements vélo à toutes les échelles, puisque qu'elles soient au niveau des collectivités, mais également de l'État ou de l'Europe, on parviendra seulement à atteindre ces objectifs grâce à des financements. Et enfin, voilà, au niveau du tourisme, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, porter la France au premier rang des destinations mondiales du tourisme à vélo, puisque aujourd'hui, la première destination est l'Allemagne. Donc voilà, et on est deuxième, donc on considère que c'est un objectif qui est atteignable. Donc, si je passe ensuite à notre mission, qui, voilà, très rapidement, c'est bien d'infuser la culture vélo par et pour les collectivités en créant les conditions favorables, comme je le disais, du développement des politiques cyclables et rendre la pratique accessible à tous, en étant voilà, dans une ambition de structure agile, parce qu'on s'adapte en fait aux attentes de chacun de nos adhérents et des collectivités. On est également un acteur reconnu au niveau national. On se force, voilà, on se donne comme objectif d'être force de proposition également. Et puis voilà, on essaye d'apporter un éclairage argumenté à différentes échelles en jouant notre rôle d'acteur de référence national. Je sais pas suivre les webinaires, je sais pas. Ah, j'entendais des. Je ne sais pas s'il y avait une intervention ou si c'était un micro qui n'était pas coupé. C'était un micro qui n'était pas coupé. On Ok, vous encourage à bien couper vos micros. je vais
Je vais poursuivre voilà, en évoquant rapidement nos engagements, donc qui sont de fédérer et d'animer un réseau de collectivités autour de la cause vélo. Et là, ça passe par voilà, l'échange et le partage de bonnes pratiques, l'animation de clubs par niveau de collectivité, le club également des itinéraires et destinations vélo. On s'engage également à outiller, inspirer et accompagner. Là, ça passe par évidemment l'apport de notre expertise technique que l'on propose en partageant notamment des outils. Ça passe également voilà, parce qu'on est aussi un centre de ressources et de veille et on se doit de partager l'actualité et les différentes bonnes pratiques de nos adhérents via nos newsletters, nos webinaires, enfin voilà, tous les outils qu'on met à la disposition. On accompagne également, ça ne faut pas l'oublier, on accompagne également voilà, les adhérents et les territoires dans la construction de leur politique cyclable, mais également on accompagne les itinéraires, les grands itinéraires vélos dans leur développement. Voilà, dans nos engagements, on essaye tant bien que, enfin, comme on le peut, de représenter et de défendre les intérêts des collectivités engagées pour le vélo. Et ça passe notamment voilà, en étant force de proposition, souvent dans des projets partenariales. Je pense notamment voilà, à Parlons Vélo et à l'Alliance pour le vélo qui a fait des propositions dans le cadre des élections. Et enfin, voilà, on a un gros travail aussi de mesure et concernant l'impact des politiques cyclables pour convaincre. Et là, ça passe évidemment par la plateforme nationale de fréquentation et les bulletins de fréquentation qui aujourd'hui sont quand même voilà, un outil que chacun connaît et qui est à la disposition. On souhaite aller plus loin en co-construisant aujourd'hui un observatoire des mobilités actives et peut-être même demain un observatoire du tourisme à vélo. En tout cas, on se donne ces objectifs-là. Et puis, voilà, peut-être dans l'autre chose qu'il faut connaître sur la mesure de l'impact, c'est tout le travail qu'on mène au niveau de la coordination de l'Observatoire national des véloroutes et de la donnée SIGE, voilà, qui permet d'avoir une hiérarchisation et un suivi des différents schémas à différentes échelles. Tout ça, ça passe par différents outils. Je ne vais pas tous vous les citer là. Vous aurez, je suppose, accès au support de présentation. Mais voilà, sachez qu'on est vraiment un centre de ressources avec de nombreuses publications et de nombreux outils qui sont à la disposition de nos adhérents. Si je passe donc du coup, voilà, maintenant que j'ai effectué la présentation de Vélo et Territoire, je vous propose voilà, un zoom sur les tendances du tourisme en m'intéressant d'abord à quelques indicateurs et puis en évoquant également les profils des touristes à vélo. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Je réinsiste, voilà, Thomas l'a dit tout à l'heure, mais le webinaire d'aujourd'hui, il s'appuie essentiellement sur la publication qui est sortie en octobre 2021, qui s'appelait Développer le tourisme à vélo dans les territoires et qui est évidemment disponible sur notre site internet. On a essayé de le structurer en 6 étapes et on a de nombreux retours d'expérience. Donc vraiment, voilà, je vous invite à aller le consulter. Je vais essayer j'ai essayé d'en ressortir là les éléments principaux. Donc, côté d'abord chiffres clés, ça passe forcément par là pour confirmer les tendances qui ont été observées et qui sont encore observées aujourd'hui en France. Voilà, on a des données de comptage, hein, j'en ai parlé très rapidement grâce à la plateforme nationale de fréquentation. Vous avez là sous les yeux les chiffres de fréquentation 2020, toutes pratiques confondues, puisque les données proviennent de compteurs posés sur différents parcours, hein, les compteurs dont certains d'entre vous connaissent déjà le fonctionnement. L'intégralité des données 2021 va être dévoilée là, à la fin du mois. Vous n'hésiterez pas à suivre, là encore, nos réseaux sociaux, ça va apparaître très prochainement. Donc, je vous livre quelques indicateurs 2021 en comparaison avec 2020. Donc, la hausse du nombre de passages de cyclistes qui s'est confirmée avec une hausse de 17% par rapport à 2019. Hein, on est encore plus élevé que sur la donnée 2020 et 26% par rapport à 2017. Donc, vraiment, la hausse se poursuit, la hausse de la fréquentation se poursuit.
Concernant la pratique sur l'année, ça reste évidemment, le vélo reste évidemment une pratique qui est très importante l'été à hauteur de 32%, mais qui est de plus en plus plébiscitée également au printemps, puisque au printemps, on a une fréquentation qui avoisine les 28%. Donc finalement, l'écart entre l'été et le printemps se creuse, voilà, est de moins en moins creusé. Et évidemment, l'autre donnée importante que vous pourrez voir à la fin du mois de juin, c'est là encore voilà, l'usage du vélo à but utilitaire, hein, puisque le nombre de passages en milieu urbain, qui était déjà très important en 2020, est encore plus important en 2021, puisqu'on a passé le cap des 1000 passages en moyenne par jour par compteur. Donc voilà, la pratique urbaine et le déplacement domicile-travail voilà, a encore connu une belle année en 2021. Un autre indicateur pour le tourisme à vélo, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, c'est l'avancée du schéma des véloroutes. Bon, l'année 2020 a été une année inédite, hein, enfin, vraiment extraordinaire en matière d'ouverture de section, hein. On avait connu une hausse de plus de 165% entre 2019 et 2020, donc forcément 2021 a plutôt été une année de retour à la normale. On bénéficie quand même, voilà, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un schéma réalisé à 76%, et sur les 19 440 exactement kilomètres de linéaire ouvert, 46% sont quand même en site propre. C'est bien d'avoisiner les 50% en site propre. Et quand même à noter peut-être, c'est la je dis bien quasi réalisation des Eurovélos, puisqu'on est à 93% d'Euro vélo qui sont voilà, finalisés donc 570 km d'Euro vélo à finaliser, ça donne voilà, ça permet de se dire que la France à vélo 2030 devrait être atteinte. Après, voilà, la fréquentation, le maillage, l'autre donnée auquel on peut s'intéresser et qui là sont de dimension beaucoup plus touristique, voilà, c'est les chiffres relatifs à la plateforme France Vélo Tourisme qui recense la majeure partie des itinéraires nationaux en France, voilà, avec une hausse de la fréquentation en 2020 de plus 16%. Pour voilà, un site internet qui est ouvert depuis 2012, on voit sa fréquentation augmenter d'année en année. Savoir également que 89% des visiteurs sont français. Et puis sur le volet des réseaux sociaux, voilà, 44 000 abonnés à la page Facebook avec une hausse de 22% et une hausse de 75% pour la page Instagram avec voilà, une belle visibilité sur les réseaux sociaux. Et le dernier indicateur sur lequel on peut peut-être s'appuyer quand on s'intéresse au tourisme à vélo, c'est les chiffres liés aux professionnels du secteur. Alors voilà, notamment ceux qui accueillent les touristes à vélo, la marque Accueil Vélo que je vais vous présenter un petit peu plus loin, continue de rencontrer un vrai succès, hein. En janvier 2021, on avait recensé environ 6 000 prestataires et en un an, on a largement dépassé voilà, le cap des 7 000. Donc voilà, c'est une marque qui continue d'évoluer et il y a encore très peu de territoires qui ne l'ont pas déployée. Voilà, une fois que je ne sais pas s'il y avait des questions sur les données chiffrées, parce que je vais ensuite passer plutôt voilà, au profil des touristes à vélo. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, Sophie, Ok. pour l'instant. Ben voilà, donc je continue. N'hésite pas à en poser, on pourra, même si c'est sur la première partie, on pourra les relayer plus tard, mais je te propose de poursuivre. Oui, bien sûr. Alors voilà, après tous ces indicateurs, si je me penche, comme je le disais, sur le profil des touristes à vélo, vous avez sous les yeux voilà, des données qui sont issues de différentes études qui ont été réalisées entre 2015 et 2018 sur différentes véloroutes, hein, itinéraires vélo.
et qui a permis d'évaluer la répartition des différentes pratiques des touristes à vélo. On est bien sur la répartition des touristes à vélo. Alors voilà, je précise quand même que ces données pourraient être différentes si elles avaient été, si les personnes interrogées avaient été interrogées sur des réseaux plus larges, hein, à l'échelle d'une destination touristique, par exemple. C'est important de le noter parce que voilà, là, on est bien concentré sur les touristes à vélo qui sont sur les grands itinéraires. Donc, ça nous a permis, ces données, d'observer qu'il y a 15% des touristes à vélo qui sont des itinérants, hein, ceux qu'on voit avec leur sacoche et puis qui sont reconnaissables parce que, voilà, en général, ils sont assez chargés. 65% des touristes à vélo sont, eux, en pratique de loisirs et ils sont plutôt dans un objectif de balade à la journée avec peu de kilomètres par jour. On a quand même également 15% de touristes à vélo qui sont des sportifs, la même, la même donnée que pour les itinérants, c'est pas anodin. Et enfin, on a également, dans les touristes à vélo, 5% qui utilisent leur vélo à des fins utilitaires, que ce soit pour aller acheter leur baguette de pain ou aller à la plage. Ils sont également ils sont au pourcentage de 5%. Alors ensuite, dans leur pratique, d'où ils viennent, on peut assez facilement dire que ils sont les touristes à vélo sont une clientèle majoritairement française, hein. Seulement 20% d'entre elles est étrangères, pardon, et viennent plutôt, quand même de pays voisins, hein, comme on le voit sur les données. Et lorsqu'on s'intéresse d'un peu plus près à la clientèle française, on s'aperçoit que c'est quand même une clientèle largement de proximité, puisque 50% d'entre eux viennent faire du vélo à moins de 200 km de chez eux, et seulement 5% sont à plus de 1000 km de chez eux. Et si on élargit le périmètre à 450 km, là encore, les touristes à vélo sont à 80% pour les itinérants ou à 90% pour le loisir ou le sportif, à moins de 450 km de chez eux. Donc voilà, là encore, peut-être une des choses à retenir, c'est la proximité de ces touristes à vélo. Du coup, Sophie, sur ces dernières données que tu viens de Oui. nous confier, il y a Thomas qui pose la question, finalement, est-ce que la typologie des touristes à vélo que tu fais ressortir dans les 2 dernières diapos, eh bien, ça fait ressortir des attentes spécifiques en matière d'infrastructures cyclables? L'idée, oui, c'est surtout, peut-être pas plus pour les touristes à vélo que pour les utilitaires, mais c'est toujours bien d'anticiper, que les itinéraires soient bien jalonnés pour que du coup les touristes à vélo puissent se repérer facilement. Se dire que au départ d'une gare notamment, puisque s'ils viennent on peut supposer que s'ils sont s'ils sont si c'est une clientèle de proximité, pardon, qui viennent en train, et donc là il faut faire attention, à avoir notamment en termes de jalonnement, bien envisager bien prévoir le jalonnement au départ des gares notamment. Après, si on s'intéresse également, si je poursuis, au sujet de la motivation et de la distance, là, autant sur la proximité, on a trouvé des choses assez euh, euh, qui étaient relativement similaires. Là, on constate plutôt des comportements hétérogènes. Notamment concernant la motivation, où le vélo est un vecteur de motivation très important pour l'itinérant, puisque quand il choisit sa destination, parce que 82% des itinérants font du vélo un choix très important dans le choix de leur destination. Alors que pour le sportif ou le loisir, le vélo n'est pas le seul critère déterminant.
Alors ensuite, concernant le nombre de kilomètres parcourus, là, on distingue là encore une variété selon les profils, puisque voilà, on passe de 17 ou de 27% dans le cas des touristes de loisirs ou utilitaires à 60 ou 65 kilomètres par jour quand on parle des itinérants ou des sportifs. Et enfin, voilà, si on s'intéresse également à de la donnée liée aux dépenses, qu'on a là encore pu extraire des différentes études, voilà, il y a 68% des touristes à vélo qui vont dans des hébergements marchands, hein, c'est-à-dire hébergements qui donnent lieu au règlement d'une prestation, en dehors de, voilà, du séjour chez des amis ou dans des résidences secondaires. Et ce chiffre-là passe à 89% lorsqu'on parle des itinérants. De la même façon, voilà, les itinérants, enfin les touristes à vélo ont une dépense moyenne d'environ 68 € par jour, alors qui est évidemment augmentée par, là encore, plutôt par les itinérants. On verra, voilà, si ces données-là se confirment ou évoluent dans les prochaines années, puisqu'il y a de nouvelles études qui vont être menées. Alors là encore sur les itinéraires, mais aussi sur certaines destinations. Je pense à la Normandie notamment. On verra, voilà, toutes ces données, si elles se confirment ou si elles évoluent. Mais c'est intéressant de bien les garder en tête également. Et si on fait un peu, voilà, pas un bilan, mais en tout cas qu'on avance, enfin, quelques peut-être tendances à suivre de près et points à retenir, voilà, c'est la proximité, hein, le fait que le touriste à vélo attire des clientèles plutôt proches de chez soi, donc d'où l'importance effectivement à l'échelle des régions et des départements de développer l'intermodalité, qui est le sujet qu'il va falloir suivre de près également. Les nouveaux pratiquants de l'itinérance sont entre 20 et 30%, enfin les pratiquants sont entre 20 et 30% des néo-pratiquants. En tout cas, c'est ce qui a été constaté sur la Loire à vélo ou la Vélodyssée. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, le tourisme à vélo sportif, mais également urbain, au vu de la hausse de la fréquentation sur les compteurs urbains, va être également à suivre parce que voilà, c'est des tendances qui devraient faire évoluer la pratique pour les prochaines années. Et évidemment, voilà, comme on vient de le dire, ne pas oublier que le tourisme à vélo, c'est une vraie aubaine pour l'économie. Je ne sais pas s'il y avait des questions concernant voilà, toute la partie plutôt, je vais dire, indicateur Oui. et chiffré. Ouais, du coup, il y a deux questions-réactions. La première, enfin, je les traite dans l'ordre inverse. C'est sur les 68 € de dépenses par jour que tu annonces. Sur quel poste est-ce que ces dépenses sont comptabilisées? Est-ce qu'on parle du logement, des commerces de proximité, etc.? Alors, on parle, ça inclut en fait l'hébergement, la restauration, les transports également pour arriver ou repartir de son point de départ, et également les activités de visite qui peuvent être organisées, enfin voilà, faites pendant le séjour. Ok. Et sinon, il y avait, merci pour cette réponse, il y avait également plutôt un commentaire-réaction où c'était finalement dans les données que tu donnes, on ne fait pas de distinction entre le vélo sans assistance électrique et le vélo à assistance électrique. Est-ce qu'on a quelques éléments qui nous permettraient de dire en quoi le vélo à assistance électrique modifie justement les habitudes des touristes à vélo? Alors aujourd'hui, c'est pas le cas et c'est justement, enfin, je vous présentais un petit peu Vélo et Territoire au début de mon intervention. Notre objectif, il est là, hein, c'est de pouvoir obtenir ce genre de données. Mais ces données-là, celles que je viens de vous présenter, elles sont obtenues grâce à des études qui durent entre avril et septembre sur différents itinéraires et c'est des travaux qui sont assez longs parce que voilà, c'est des études comme celle-là, voilà, on considère qu'il faut 3 ans pour les mener puisqu'il y a une phase forcément voilà, de préparation, de tenue de l'enquête et ensuite de restitution. Donc aujourd'hui, non, on n'a pas de données effectivement sur les nouvelles tendances des pratiques des vélos à assistance électrique.
On espère pouvoir les obtenir notamment dans les nouvelles études qui vont être menées, puisque forcément, les nouvelles études qui peuvent être menées aujourd'hui, parce que le Covid est aussi passé par là et on a retardé certaines, elles vont aussi interroger un peu ces sujets et on espère qu'on aura des éléments de réponse. Après, on a déjà l'Observatoire du cycle, voilà, sur le VAE, l'Observatoire du cycle qui a sorti ces données-là en mars ou avril dernier, a déjà fait le constat voilà, qu'on a une hausse de 28% en nombre de ventes de vélos à assistance électrique et qu'aujourd'hui, donc, un vélo sur 4 vendus est un vélo à assistance électrique. Donc, effectivement, cette question, elle est très légitime, mais pour y répondre aujourd'hui, malheureusement, non, nous n'avons pas de données sur la pratique différente des vélos, enfin des touristes qui utilisent des vélos à assistance électrique. Merci, du coup, c'est tout pour le moment dans le chat. Ok, merci. Alors Sophie, Oui. juste pour qu'il n'y ait pas de frustration, s'il y a des messages que tu veux absolument donner, sache qu'il te reste 10 minutes, questions comprises pour ta présentation. D'accord. Alors, du coup, je vais avancer effectivement sur peut-être l'organisation du tourisme à vélo, où l'objectif était de préciser quelques définitions, mais du coup, je ne vais pas m'y attacher. Vous aurez le support. Voilà, je voulais vous préciser ce qu'était une véloroute, une destination vélo. Vous dire également que ce qui est très important lorsqu'on veut travailler sur une destination vélo, c'est l'articulation entre les différents acteurs concernés par le sujet. On sait que les compétences mobilisées vont être diverses. On a le sujet de la voirie, de la mobilité, du développement économique et du tourisme, bien sûr. Et que voilà, il faut que tout ça converge parce que et autour d'une coordination, on va dire articulée, pour pas qu'il y ait d'incohérence. Voilà, on imagine par exemple difficilement deux plans d'action, qui seraient quasiment similaires entre un EPCI et un département, par exemple. Il faut bien que voilà, il y ait une coordination articulée entre les différentes échelles et entre les collectivités plutôt institutionnelles et les organismes plutôt à vocation touristique, sans négliger effectivement voilà, le fait d'associer les socioprofessionnels dans tous ces projets. L'autre chose que je voulais évoquer, évidemment, en plus voilà, de cette bonne synergie d'acteurs, c'était voilà, le fait que il faut, pour structurer une destination vélo, voilà, une stratégie qui soit vue dans son ensemble. Et c'est ça qui va permettre voilà, de développer, ce qui va permettre de développer de façon cohérente la destination vélo, c'est d'avoir une gouvernance efficace avec les différents éléments que vous avez sous les yeux, via la stratégie évidemment, par un schéma directeur, un plan vélo, des objectifs précis et en définissant des priorités et ne pas vouloir se lancer sur tous les fronts, il faut faire les choses par étapes. Je l'ai dit tout à l'heure, la coopération évidemment. Il ne faut pas négliger non plus de mobiliser des moyens RH et évidemment financiers, tout en voilà, s'appuyant ensuite derrière pour voir comment on fait évoluer les choses sur l'évaluation. Donc voilà, si je résume un peu ce que je viens de dire, c'est synergie d'acteurs et stratégie d'ensemble sont peut-être les choses à retenir pour pouvoir, j'allais dire, réussir et avoir une destination touristique cyclable réussie. Alors, je vais passer du coup désormais sur les ingrédients incontournables pour développer le tourisme à vélo. Ils sont au nombre de 4. Je vais commencer par l'infrastructure, puisqu'on se doute que le touriste à vélo doit disposer d'un itinéraire. Alors, vous l'avez tous en tête, je suppose, mais de qualité, avec un revêtement évidemment adapté. Il faut qu'il soit continu, pas question qu'il y ait des interruptions sur l'itinéraire. Il faut évidemment qu'il soit sécurisé pour permettre à l'usager d'emprunter des voiries dédiées. Il faut évidemment, ça paraît être évident, mais qu'il soit entretenu pour éviter effectivement qu'il y ait voilà, des feuilles ou des branches le long des voiries. Il faut qu'il soit signalé et jalonné, c'est une évidence aussi, mais mieux vaut toujours le répéter. Et on sait aussi que les usagers ont besoin, voilà, le long de leur parcours,
de points d'eau, de toilettes, de tables de pique-nique. Et pour ça, voilà, l'itinéraire doit être équipé notamment d'aires de service tous les 20 à 30 km. Si je zoome justement un peu sur ce volet des équipements, l'idée, voilà, ça a été de se dire à Vélo et Territoire que voilà, les équipements, c'est un enjeu majeur. On avait eu des sollicitations de quelques territoires qui voulaient se lancer sur ce sujet. Donc, on avait travaillé il y a quelques années à une fiche action permettant voilà, d'apporter des notions sur ce sujet. Elle a été mise à jour l'année dernière et on y fait voilà, des préconisations à intégrer dans les politiques pour harmoniser en fait l'offre d'équipement. L'idée, c'est effectivement d'arriver à une offre nationale qui soit le plus harmonieuse possible et homogène, en définissant voilà, ce qu'est une aire de service, ce qu'est une halte repos, et en identifiant voilà, ce qu'est un équipement indispensable dans chacune d'elles. L'objectif, comme je le disais, étant d'aboutir à une harmonisation et évidemment, voilà, je vous ai mis quelques exemples là de bonnes pratiques. Et pour terminer, voilà, on a évidemment l'ambition que toute cette donnée-là soit ensuite diffusée auprès des usagers, et notamment sur les sites internet des itinéraires ou des destinations pour que l'information arrive jusqu'à l'usager, parce que tout ce travail, évidemment, son objectif, c'est d'être porté à la connaissance des usagers. Le second ingrédient sur lequel je souhaitais que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'était donc évidemment la notion de service, qui est un sujet varié et divers. Je vous ai parlé de Accueil Vélo tout à l'heure. Voilà, sachez que les bénéficiaires de cette marque nationale voilà, sont les hébergements, les restaurants, les sites de visite, les loueurs et les réparateurs de vélos, ainsi que les offices de tourisme. La condition d'accès, pardon, il y a une petite faute vous l'aurez compris, c'est être situé à moins de 5 km, évidemment, d'un itinéraire vélo inscrit à un schéma départemental, régional ou national. Et parmi les critères, parce que je ne les ai pas tous énumérés ici, mais voilà, c'est évidemment de disposer d'équipements adaptés, de proposer un accueil chaleureux et des services dédiés aux voyageurs à vélo. Mais voilà, la première condition, c'est d'être situé à moins de 5 km d'un itinéraire vélo inscrit à un schéma. Parmi les services ensuite majeurs pour les touristes à vélo, il s'agit du stationnement qu'il ne faut absolument pas négliger, puisque ça peut être un élément déclencheur dans le choix d'un hébergement ou d'une activité. Donc l'implantation, stationnement d'abris à vélo doit vraiment être pris au sérieux que ce soit pour un site de visite, un office de tourisme, un hébergement, en plus évidemment de tout ce que vous connaissez vous à l'échelle de l'utilitaire, mais pour le tourisme aussi, le stationnement vélo est important. Alors certaines villes sont même allées plus loin en installant des conciergeries sur des lieux stratégiques, et ça permet à la fois de proposer voilà, facilement au même endroit des informations touristiques, du stationnement sécurisé évidemment, et de la consigne à bagages. Donc on peut aller plus loin que du simple stationnement. En complément du stationnement, il ne faut pas non plus négliger la notion d'entretien, là encore sur les différents points que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, ne pas hésiter à installer des stations de gonflage, de réparation le long des parcours cyclables. Parmi les autres services auxquels font attention les touristes à vélo, c'est les espaces qui peuvent être mis à leur disposition. Là, on peut les classer en deux types. Ça peut être soit des espaces au sein d'une maison du vélo ou d'un tiers-lieu qui permettent de proposer voilà, des services comme de la restauration, par exemple, ou voilà, des espaces communs où ils vont pouvoir se retrouver, en tout cas, et se poser pour passer un moment agréable. De la même façon, voilà, dans les autres espaces qu'il faut citer, c'est ceux qui sont mis à disposition dans les hébergements tels que les campings ou les chambres d'hôtes. Je pense notamment aux campings municipaux, par exemple, où il ne faut pas négliger voilà, le fait de proposer des espaces conviviaux
à l'attention de ces touristes à vélo. C'est souvent des espaces qui sont bien occupés en fin de journée. Je parlais des campings et voilà, ce qu'on voit de plus en plus également se développer, c'est les hébergements légers adaptés à la pratique, puisque ça permet aux touristes à vélo d'avoir un hébergement en dur, comme on dit nous, dans notre jargon, à des coûts souvent relativement légers, et ça permet au camping effectivement de proposer autre chose que du mobil-home à ses clients. Et sur un tout autre volet, voilà, parmi les autres services dont peuvent avoir besoin les itinérants, notamment ceux qui font le choix de simplifier leur organisation, notamment pour trouver une alternative aux difficultés de l'intermodalité. Voilà, le transport de bagages et la location de vélos en one-way, qu'on appelle nous en one-way, c'est-à-dire qu'on peut louer à un point A et le restituer à un point B. Et c'est un service qui est de plus en plus prisé. Et donc, voilà, il ne faut pas hésiter à inciter, voire à accompagner la mise en place de ces initiatives. Sophie, je suis désolé de te presser, mais il te reste plus que 2 minutes pour les deux derniers leviers. J'ai quasiment terminé. Donc, le troisième levier, c'est l'intermodalité, où là, on touche du coup différents temps dans la chaîne de déplacement du cycliste, et il ne faut pas négliger aucune de ces aucun de ces temps-là. Donc là encore, je ne vais pas forcément tous les citer, mais la circulation et l'accessibilité des pôles d'échange, où ils ont besoin de pouvoir accéder facilement et de circuler facilement dans les gares notamment. L'embarquement des vélos à bord des transports en commun, on le sait, c'est un enjeu majeur. Je tenais aussi quand même à souligner que il y a des avancées sur ces sujets-là. Tout n'est pas encore parfait. Il y a encore beaucoup de travaux à mener, mais l'embarquement, les décrets de la loi LOM qui ont été mis en place dans le cadre de la loi LOM via le décret de l'embarquement des vélos dans les trains, qui permet de fixer un nombre de places pour l'emport des vélos, ainsi que le décret de stationnement sécurisé en gare, qui fixe un nombre minimal d'équipements à implanter dans chaque gare. Ça, c'est quand même des avancées qu'il faut souligner, parce que on voit quand même que l'État commence à clairement prendre conscience de ce sujet-là. J'avais voulu vous montrer des initiatives qui étaient intéressantes, et je terminais du coup par le quatrième volet des ingrédients incontournables pour disposer d'une destination touristique. C'est la promotion, évidemment, la commercialisation, la promotion, le marketing. Et là, ça passe par différents leviers. Vous connaissez probablement tous les topoguides qui peuvent être édités sur les itinéraires ou les destinations vélo. Le site internet de France Vélo Tourisme, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Évidemment, il ne faut pas hésiter non plus quand vous avez soit un événement vélo, soit un nouvel aménagement, soit une inauguration, à solliciter la presse pour qu'on parle de vous. C'est aussi comme ça qu'on se fait connaître. Et puis, sur le même volet que le digital et la plateforme France Vélo Tourisme, il y a de nombreuses applications aujourd'hui qui vous permettent de valoriser votre offre et de proposer notamment un système de GPS à vos touristes à vélo. J'en ai terminé. Et puis, je vous invite à aller sur le site internet de Vélo et Territoire pour consulter un peu plus précisément toutes ces données. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation exhaustive de ce qu'il est possible de faire pour développer le tourisme à vélo dans les territoires. Je vous ai mis le lien vers la publication de référence. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller trouver les réponses dans cette publication. Vous pouvez aussi continuer à poser des questions dans le chat, et peut-être que Sophie pourra y répondre par écrit. Mais pour l'instant, je vous propose d'aller donc dans les territoires et d'aller voir les retours d'expérience sur le sujet. Et nous allons commencer avec la communauté d'agglomération de Royan Atlantique, avec Gilles Guiral, donc responsable service activités et sports de nature à la communauté d'agglomération de Royan
Atlantique et qui va nous raconter comment on est passé d'une démarche de développement du tourisme à vélo à une politique vélo plus globale pour tous les publics. Gilles, c'est à toi. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Effectivement, je prends directement la suite sur le propos de Sophie qui a sévi un peu dans le territoire, puisqu'on est sur le secteur Charente-Maritime. Pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas, on est en gros entre Bordeaux et La Rochelle sur la frange littorale. Donc effectivement, historiquement, un territoire qui est arrivé sur le vélo vraiment sur la thématique utilitaire, sur la thématique loisir, pardon, avec l'arrivée, il y a une dizaine d'années, 11 ans maintenant, du premier grand itinéraire européen qui était celui de la Vélodyssée. Et de là se sont développés d'autres itinéraires, le canal des Deux Mers, etc. Et un itinéraire départemental qui s'appelle les chemins de la Seine, qui a également une vocation touristique. Donc pour situer le propos, moi je suis vraiment au sein d'une collectivité locale, une communauté d'agglomération, dans un petit service qui s'occupe de gérer toute l'offre de pleine nature. Ça concerne l'aménagement, ça concerne le développement et maîtrise des actions, et ça concerne l'animation des filières. Et au sein de la structure, on a des transversalités fortes, avec 3 services principalement. Le service, bien sûr, système d'information géographique, qui est notre cœur de réacteur, on va dire. Le service transport et mobilité, vous comprendrez mieux pourquoi tout à l'heure, en lien avec notre bureau d'études travaux, et la direction de la communication. Voilà. Donc historiquement, pour vous situer le propos, des itinéraires touristiques, vous avez sur la carte, j'espère que tout le monde voit bien, le petit doigt qui se promène, l'itinéraire de la Vélodyssée qui a été couplé à l'itinéraire du canal des Deux Mers. Alors Gilles, il faudrait que vous nous partagiez votre écran. Pour l'instant, on ne voit que vous. D'accord, c'est gênant. Attends, je reviens sur. Est-ce que comme ça va être mieux? Oui, il suffit de faire affichage plein écran et ce sera parfait. Si c'est possible, donc dans la barre de menu qui est au-dessus. Voilà, c'est parfait. Ça, c'est mieux. Voilà. Donc, je disais, l'itinéraire de la Vélodyssée, couplé à celui du canal des Deux Mers, en fait, qui longe toute la frange littorale, et ici un itinéraire départemental également à vocation touristique. Voilà, un ensemble de réseaux qui s'est développé autour, en réseau de boucle, avec la volonté d'avoir tous ces réseaux qui sont interconnectés entre eux. On est sur 275 km de linéaire, ce qui représente, en fonction des différentes combinaisons, plus de 2000 km de propositions de balades qui peuvent aller de 2 jours à des séjours de 3-4 jours à vélo. Et l'élément phare qu'on avait développé est également la scénarisation au travers d'un petit carnet de voyage dont vous avez les illustrations en bas sur un produit emblématique, on va dire 3 jours de nuit, 150 km, qui fait le tour de tout le territoire. Donc voilà comment s'est construit la proposition touristique, je dirais, autour du vélo loisir, qui nous a amené derrière à nous poser les bonnes questions sur la gestion de tous les balisages, parce que ça reste quand même le point essentiel, au moins dans un premier temps. Donc on a développé, nous, sur SIG et en base de données, on a numérisé tous nos itinéraires, géolocalisé tous les points de balisage qui sont implantés sur le territoire. Et derrière ces points, on a une gestion en base de données de tous les renseignements dont on a besoin pour pouvoir assurer la maintenance, les réparations. C'est exactement de quoi on a besoin et où. Et surtout, on affiche sur les cartographies web, c'est ce qu'on a ici sur notre site internet, tous les points effectivement de balisage sont mentionnés et ils sont surtout renseignés par une date de dernière vérification de la balise, puisque notre engagement est une vérification annuelle de tous ces points. Ce qui permet de tracer complètement le travail qu'on fait et d'avoir, avec un usager, s'il y a un problème constaté de balisage, la réponse n'est pas la même si la balise a été vue il y a 15 jours ou il y a 10 mois. Donc c'est un élément fort qui nous occupe pas mal de temps sur le terrain. Derrière cette trame touristique, en 2019, le vélo utilitaire, la demande et le besoin s'est fait quand même sentir de manière plus forte. Alors on était là avant
épisode sanitaire. Mais face à cette demande qui devenait récurrente, on a réfléchi à ça dans le cadre du SCOT, qui a eu la pertinence de proposer une vision de toute l'armature urbaine du territoire, de sa structuration dans l'espace et de son fonctionnement entre les pôles de centralité, les pôles de proximité, qui sont souvent des lieux de résidence, des pôles saisonniers qui accueillent des populations touristiques, et de cette vision, en fait, de comment a été organisé notre territoire, qui a fait un peu consensus autour de tout le monde, il devenait évident qu'entre les différentes zones qu'on avait identifiées, on n'avait plus qu'à tracer des jonctions de principe dans un premier temps, ou d'utiliser les itinéraires existants, pour commencer à poser la trame de ce que pouvait être un vélo utilitaire, mais sans le distinguer forcément de ce qu'était la partie loisir. Parce que, comme tout territoire touristique, on a vraiment un usage mixte et qui est totalement interconnecté. Je prends toujours l'exemple du vacancier qui va se poser dans un camping au mat 15 jours au mois de juillet ou une semaine et qui va aller à la plage à 10 heures le matin, qui va revenir à 16 heures l'après-midi. On est purement sur des fonctions de déplacement, on n'est plus du tout sur de la partie loisir ou itinéraire. Donc on est vraiment interconnecté sur les deux pratiques et il n'y a finalement pas lieu de les distinguer. Surtout que sur les problématiques de sécurité ou de discontinuité, bien souvent, qu'on soit utilitaire ou loisir, on bute sur les mêmes difficultés et les mêmes besoins d'aménagement. Donc, un schéma cyclable a été voté tout début janvier 2020. Il a été voté sans une prise de compétence directe, puisqu'on fonctionne sur les financements sur la base d'un fonds de concours qui est dédié au vélo. Et on a fondu au sein d'un même budget les montants d'investissement dédiés aux loisirs et à l'utilitaire. Donc, je vous disais, suite à ce travail, a été mis au point, alors là, c'est la cartographie un petit peu plus détaillée. Vous voyez ces traits qui rejoignent différentes localités qui sont identifiées par un numéro. Ça, c'est notre schéma cyclable. C'est l'intention, en tout cas, qui fait plus de 300 km de réseau. Et c'est l'objectif à atteindre à long terme. Il est bien évident que la partie centralité que vous voyez sur la carte précédente, avec les pôles de proximité qui sont un peu les lieux de résidence où les ménages, les jeunes actifs vont s'installer, c'est entre cette partie de centralité et ces pôles de proximité que les flux quotidiens vont être les plus importants. 2021 aura été la première année de passage à l'action, je dirais, sur la partie vélo, avec les premiers chantiers qui ont été réalisés. Alors, on a pu engager assez rapidement tous les projets où on n'avait pas de problématique d'emprise et de maîtrise foncière. On est parti sur un budget prévisionnel d'1,4 million d'euros. On est normalement sur un volume de 800-900 000 euros par an. On avait prévu plus la première année parce que le jeu des fonds de concours fait qu'on fait l'avance directe des financements et qu'ensuite les communes nous reversent la partie, leur quote-part. Donc on avait besoin de faire un peu la trésorerie sur l'amorce des campagnes de travaux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base du schéma cyclable intercommunal. Le fonds de concours dédié intercommunalité commune, on est sur une base de 50% sur le reste à charge du financement, déduction faite bien sûr des autres financements. Et en complément de ce travail avec les communes, on a également des transversalités fortes avec le conseil départemental de Charente-Maritime qui a son propre schéma départemental des véloroutes et voies vertes qui concerne effectivement la Vélodyssée, qui concerne le canal des Deux Mers et qui concerne aussi les chemins de la Sœur. Quand on est sur ce cadre de cheminement, les règles de financement sont de 70% pour le département, 30% pour l'intercommunalité. On est là sans plafond. Donc on traite comme ça toutes les améliorations de réseau, tous les chaînons manquants qu'il peut y avoir sur les grands itinéraires. Et ensuite, on a d'autres actions plus d'opportunités avec le service qu'on appelle la DID, qui est la direction des infrastructures du département, le service des routes, lorsqu'ils font des aménagements de traverses dans des bourgs, dans des petites communes. Et quand il y a un besoin, quand on est sur un barreau qui est identifié au schéma cyclable, on construit le projet d'aménagement et on finance sur les mêmes règles la partie qui concernera les travaux de la piste cyclable dans la commune en question. En parallèle de
de cette partie financement, qui est quand même le nerf de la guerre pour les communes. On a aussi mis en place, élaboré une charte d'aménagement qui d'ailleurs avait à l'époque été visée par le CEREMA. Une charte d'aménagement pour bien définir les travaux qui étaient éligibles au financement. Par exemple, on a exclu les bandes de peinture sur les routes. Ça ne fait pas partie pour nous des aménagements cyclables souhaitables. Ça nous permet de bien caractériser ce qu'on veut, les largeurs notamment, etc., et d'homogénéiser un peu les matériaux et l'immobilier qu'on va pouvoir déployer pour ne pas avoir trop de diversité sur ce sujet-là dans le territoire. Vous m'arrêtez s'il y a des questions. Donc voilà, je disais en phase 1, la partie loisir, en phase 2, la partie utilitaire qui s'est structurée autour d'un schéma. En phase 3, on démarre sur le développement des services avec l'implantation dans un premier temps de 14 stations vélo. Oui. Juste, est-ce que tu peux essayer de rapprocher ton micro de ta bouche quand tu parles, si c'est possible? Il y a des fois des sautes on n'entend plus très bien à certains moments. Et peut-être que c'est ça. D'accord, je le tiens à côté de ma bouche. Je parlais donc du développement des services qui va concerner l'implantation sur tout le réseau de 14 stations. Alors c'est gonflage et kit de réparation qu'on va essayer d'implanter dans les communes où il y a beaucoup de passages, les communes où il y a peu de services, pour que la pratique se passe dans de bonnes conditions. Bon, là, c'est un exemple d'aménagement qui a été réalisé il y a quelques semaines. Et tout cela devait être réalisé d'ici la fin de l'été. Un autre point important, après le déploiement des services, c'est l'observation qu'on peut avoir sur tous ces aménagements. Il faut savoir qu'on gère une vingtaine d'éco-compteurs sur le territoire depuis pas mal d'années, et ça nous permet de suivre régulièrement les fréquentations et voir si nos itinéraires fonctionnent bien. Voilà, on a des chiffres classiques qu'on trouve sur les tableaux de bord d'éco-compteurs, mais c'est quand même assez intéressant de voir comment fonctionnent les nouveaux itinéraires, de voir les points de fréquentation importants, les pics saisonniers, enfin, tout ce qui donne les renseignements utiles quand on veut après travailler des projets d'aménagement. Par exemple, 2021, le cumul de tous les passages sur les compteurs vélos, ça représente quand même 1 459 000 passages quasiment, ce qui est quand même assez énorme sur le territoire. Gilles, on a quelques réactions dans le chat. Est-ce que je peux vous relayer ces questions? Oui. Du coup, il s'agissait, première question là, pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, sur l'interdistance entre les kits de réparation qui sont mis à disposition sur votre territoire. Alors, on n'a pas travaillé comme ça, on n'a pas regardé spécialement la distance, on a surtout visé les zones où il y avait peu de professionnels en fait, de cycle, où en cas d'avarie, on n'a pas de solution pour faire réparer une roue, un dérailleur, des choses comme ça. On essaye d'être à peu près homogène sur le territoire, vous avez vu la carte, on est à peu près bon. On essaye de se poser là où il y a des infrastructures qui sont le plus continues possible. On n'ira pas mettre ce type d'équipement sur un bout de piste qui pour le moment n'est pas connecté au réseau. Mais vraiment, on n'a pas eu l'approche tous les kilomètres. Enfin, on n'a pas raisonné comme ça. Merci. Et du coup, il y a une autre question, et puis je la prolongerai peut-être parce que j'avais aussi une question en lien avec ça. Est-ce que du coup, vous confirmez que en termes de conception, l'objectif, c'est d'avoir le même niveau de qualité de service entre loisirs et utilitaires dans les aménagements? Oui. La qualité, enfin nous, c'est le critère le plus important, c'est la sécurité. Et quand on parle de sécurité, effectivement, on parle de création d'infrastructures. On privilégie, nous, effectivement, les voies vertes et les pistes cyclables avec les bonnes largeurs. On essaye même d'approcher les 3 mètres dès qu'on est dans les zones touristiques, pour les pistes cyclables, parce qu'on sait qu'on a des pics de fréquentation l'été qui sont très élevés, et que si les infrastructures ne sont pas en capacité d'absorber ce pic de fréquentation, le ressenti est mauvais. Donc finalement, on est à certains endroits en train de surdimensionner légèrement les infrastructures pour que les choses soient plus coulantes, on va dire. Mais il n'y a vraiment aucune distinction entre de l'aménagement utilitaire et de l'aménagement de loisirs. Sachant que pour le loisir, on a aussi tout le réseau de voies partagées
à faible circulation qui est aussi utilisé et jalonné à certains endroits. Très bien, merci. Et du coup, je voulais compléter en vous demandant si la charte d'aménagement dont vous avez parlé, c'est un document qui est disponible pour le grand public ou est-ce que c'est quelque chose qui est interne à vos services? Alors, c'est un document interne au service et au service technique des communes au départ qu'on avait. C'est pour ça qu'on l'avait conçu, pour que les services techniques des communes qui réfléchissaient à des choses puissent s'appuyer sur un document de référence. Après, c'est un document qui peut être diffusé, il n'y a rien de secret, puis il n'y a rien de très nouveau non plus sur le type d'aménagement. Très bien, ben, merci, c'est bon pour les questions du chat. Voilà, donc je reprends le fil de l'exposé. Le point suivant important finalement aussi, quand on a jalonné les parcours, enfin qu'on les a créés, jalonnés, qu'on a mis en place des services, c'est communiquer là-dessus pour faire passer la bonne information. Donc on utilise nous un peu tous les moyens qu'on a à notre disposition. Bien sûr, les médias numériques à travers sites internet, plateformes numériques et réseaux sociaux. Et on édite également quelques éditions papier. Alors, sur le vélo, c'est principalement 2 documents. Le carnet de voyage que je vous parlais tout à l'heure et une carte balade à vélo en fait, qui donne la cartographie de tout le réseau sur le territoire avec les distances, comment on se repère, etc. Je développe un petit peu plus la partie plateforme numérique et application mobile. On a en Charente-Maritime un système qui s'appelle Loupi, qui permet en fait de saisir, c'est les collectivités qui le font, de saisir les circuits à vélo. C'est un outil qui est assez important pour nous parce que finalement il est très simple d'utilisation et totalement gratuit à l'utilisation, ce qui nous permet de vraiment nous appuyer là-dessus. Pour donner un exemple de résultat, 2021, on a eu plus de 14 500 consultations de toutes les fiches vélo sur l'application. Donc, c'est important. Donc, aujourd'hui, ce système fonctionne soit sur une partie tourisme, consultation des balades, soit on utilise un calculateur d'itinéraire qui, sur le vélo, s'appuie sur la donnée de la cartographie OpenStreetMap, la carte libre, et qui va calculer l'itinéraire à partir des renseignements que l'OpenStreetMap peut avoir sur le réseau cyclable. Donc ce calculateur d'itinéraire permet de calculer des trajets du quotidien à vélo en utilisant les infrastructures les plus sécurisées. Le projet de développement à venir serait d'aller sur un calculateur d'itinéraire multimodal qui associerait en fait le vélo, le bus, le train et puis des moyens de déplacement locaux que sont des bateaux passeurs et un train touristique qui s'appelle le train des mouettes. Donc ça fera partie, je pense, des développements au cours de l'année 2023. Et ensuite, bien sûr, on a les réseaux sociaux qui nous permettent, alors là, on est plus dans le champ touristique, mais ça nous permet aussi de pousser l'information quand des infrastructures sont réalisées. Voilà, c'est une page thématique, Balade à vélo Orient-Atlantique, qui représente 2500 abonnés et qui a une audience à peu près de 85 000 personnes sur une année de fonctionnement. Voilà pour les médias. Et puis le panorama ne serait pas complet si on ne parlait pas d'animation. On fait tous les ans, depuis maintenant 9 ans, ça aurait dû être la 10e année s'il n'y avait pas eu l'épisode Covid 2020 où on a dû annuler, une fête du vélo qui est sur la date nationale du premier week-end de juin, qui rassemble entre 400 et 450 participants tous les ans. Et bon, c'est vraiment une manifestation qui a pour but, au-delà du côté convivial et sympathique où les gens se retrouvent, l'objectif pour nous, c'est vraiment de promouvoir la pratique du vélo et d'inciter les gens à découvrir le territoire à vélo, faire connaître quand il y en a les nouveaux aménagements, c'était le cas cette année, ou alors ça nous permet aussi de mettre le doigt à certains endroits sur des manques en aménagement. Bref, l'idée, c'est vraiment de parler vélo sur quelques semaines autour de l'événement, entre la préparation, la réalisation et après la diffusion des photos, etc. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé mon panorama. Je suis à peu près dans les temps. C'est parfait, Gilles. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience très inspirant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager juste un petit moment le board que je vous ai transmis, que Flavien vous a transmis via Klaxoon, simplement pour
voilà, on vous propose juste une checklist sur cette question de mobilité à vélo sur la destination touristique avec trois points clés qui d'ailleurs voilà, ont été bien illustrés par Gilles. La question des itinéraires cyclables adaptés aux besoins des touristes à vélo avec cette question de cette congestion motorisée qui est souvent très forte sur les lieux touristiques. Et du coup, le vélo, c'est une alternative crédible. Déjà, on va plus vite à vélo qu'en voiture en congestion. Ça permet aussi de désaturer les réseaux. La question du stationnement, bien sûr, vélo, qui soit bien dimensionné, adapté à un besoin qui va être plus fort en période touristique qu'ailleurs. Et puis, aussi la réponse aux attentes sociétales pour le tourisme durable. Là, on vous a mis un extrait du tourisme avec, en termes d'attente, quand même, voilà, 90% des personnes qui sont interrogées qui sont prêts à changer leur comportement en termes de mobilité en choisissant notamment des options de déplacement en lien avec l'impact écologique. Donc, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et puis aussi, on vous a mis quelques références justement sur la question de cette mobilité à vélo sur les lieux touristiques. On vous mettra les liens et on vous engage à aller les consulter. Voilà, vous pouvez continuer à poser des questions à Gilles dans le chat. Je vois que je ne sais pas si Flavien, il y a d'autres questions qui sont apparues depuis. Non, pas d'autres questions. J'ai remis le lien vers le board Klaxoon pour les retardataires. N'hésitez pas à venir vous y loguer. Très bien. S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'enchaîner, de continuer avec, sur les retours d'expérience, avec encore cette question de développer le tourisme à vélo dans des territoires peu denses. Et donc, nous allons poursuivre en compagnie de Benoît Barre, qui est chef de projet Action Cœur de Ville sur les communes de La Flèche et de Sablé-sur-Sarthe, et puis Claire Jousse, qui est chargée de développement à l'Office du tourisme de la Vallée du Loir, qui va nous présenter l'expérience de la commune de La Flèche. Benoît et Claire, c'est à vous. Vous m'entendez bien? C'est bon? On t'entend très bien. Parfait, bonjour à tous. Merci au CEREMA et à l'ADEP de cette invitation. Benoît, alors je vais partager l'écran, ça va être encore plus simple. Claire, tu dois bientôt apparaître, je pense également. Hop là. Je suis ici, bonjour à tous. Super, tout le monde voit, c'est parfait. En grand écran, c'est mieux. Tout le monde, c'est bon, Thomas? C'est parfait, Benoît, tu peux y aller. Donc effectivement, tourisme à vélo, Ville de la Flèche, un travail partenarial entre acteurs publics locaux au cœur d'une destination cyclotouristique. Alors on a effectivement, on ne joue pas dans la même cour que Royan. On a un équipement à fort émission, on en a deux, on va dire. Le premier, c'est un zoo, celui du zoo de la Flèche qui avoisine les 450 000 visiteurs. Et puis la Vallée du Loir à vélo qui a un itinéraire structurant et en cours de structuration dont on parlera tout à l'heure. Donc Claire, je te laisse te présenter. Alors oui, bonjour à tous. Donc je suis Claire Jousse, chargée de développement touristique à l'Office de tourisme de la Vallée du Loir. Et puis je coordonne le comité d'itinéraire de la Vallée du Loir à vélo. Donc cet itinéraire de 320 km dont je reviendrai tout à l'heure dessus. Et donc Benoît Barre, moi-même chargé de mission développement territorial Ville de la Flèche aujourd'hui, mais également chargé de mission pour la ville de Sablé-sur-Sarthe qui est juste à côté, puisque je suis en charge du différents sujets, mais notamment pour les deux villes du programme Action Cœur de Ville, qui, et c'est important de le rappeler, ont toutes les deux intégré dès le début, dès l'année 2018, en phase d'initialisation du programme Action Cœur de Ville, ce programme de revitalisation des centres-villes porté par l'État, intégrer toutes les deux des stratégies cyclables. Rapidement, si vous ne connaissez pas, et ça ne serait pas, on peut pas vous en faire ombrage de ne pas connaître. On est forcément donc un plus petit territoire. La Flèche, donc vous imaginez un triangle, au centre d'un triangle, Le Mans, Nantes et Tours, sur une commune de 15 200 habitants, une surface de 74 km², avec une particularité pour la ville de La Flèche, c'est qu'on a relativement peu de côtes ou de pentes. On est vraiment sur un fond de rivière avec quelques coteaux effectivement, mais ça, alors la commune est assez étendue, mais elle est assez plate. Et ça, sur une thématique comme celle du vélo et du cyclotourisme ou des mobilités quotidiennes, c'est important de le rappeler. Une intercommunauté de 26 400 habitants, une surface de 300
305 km², excusez-moi. Et puis la ville de La Flèche, avec sa communauté de communes, et fut une époque avec un district, avec un pays, une grosse politique de développement industriel, commercial, services publics, touristique, où les élus, villes et Comcom, ont toujours eu une forte volonté au titre du développement local, notamment aussi au niveau du tourisme et assez rapidement, dès les années 80-90, au niveau du tourisme à vélo. Donc, une ambition cyclable de ville affichée, une ambition affichée. Donc, avant, je vais déplacer juste la petite fenêtre, sinon je me cache ma présentation. Donc, avant 2019, 55 km d'itinéraire, dont 62 km en zone urbaine et 23 km en zone rurale. Des mobilités alternatives qui sont prises en compte systématiquement dans chaque nouvel aménagement. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. C'est qu'on ne peut pas dire qu'on a fait d'abord de la mobilité du quotidien et après de la mobilité vélo. C'est-à-dire qu'on a vraiment toujours porté les deux. Et on le redira dans ce qu'il faut retenir de cette présentation à la fin, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un aménagement cyclo-touristique, on a vu sa déclinaison par rapport aux mobilités quotidiennes et inversement. Donc, le label Territoire Vélo, porté par la Fédération française de cyclo, reconduit à chaque édition, ça doit être tous les 2 ans. La Flèche, souvent en tête du baromètre des villes cyclables, établi par la FUM, la Fédération des usagers de la bicyclette. Et puis, des aménagements marquants comme la passerelle de la Breuère. Alors, quand je dis marquant, parce qu'il était structurant, il a permis de connecter la base de loisirs de la Monnerie, qui est un équipement assez important, à la proximité du zoo, avec le nombre de visiteurs dont on mentionnait tout à l'heure. Et puis, à partir de 2019, où effectivement, on n'avait pas de schéma. On avait des plans, mais on n'avait pas de schéma. Et donc, le projet Action Cœur de Ville, qui est un projet ambitieux d'atteindre une ville 100% cyclable, quand on traduit la ville 100% cyclable, nous, on considère que ça veut dire qu'un enfant peut aller de son quartier d'habitation à son école ou à son lieu de loisir de manière sécurisée. Voilà, c'est notre définition de la ville 100% cyclable. C'est une ligne directrice, en tout cas, qu'on se donne. Et donc, on lance là un schéma cyclable avec le CEREMA. Donc le CEREMA, dès le début, autour des comités de projet Action Cœur de Ville, autour de la table, aussi bien avec la CCI, avec l'État, le département, la région, la Banque des territoires. Donc le CEREMA n'est pas signataire de la Convention Cœur de Ville, mais dès le début, le CEREMA siège aussi bien sur des sujets de vacances en termes de logement que sur des questions de stratégie cyclable. Donc, on travaille avec le CEREMA et ce n'est pas parce que c'est eux qui sont à l'organisation ce jour, mais d'une part, on a été satisfait du rendu, mais d'autre part, en termes de… Et là, je prends la deuxième casquette sabolienne de Sablé-sur-Sarthe. C'est-à-dire que l'avantage avec le CEREMA, c'est qu'on a signé une convention publique-public. C'est-à-dire qu'on a gagné énormément de temps sur le temps de consultation et sur la valorisation du travail qui a pu être effectué. On est sur un travail classique, diagnostic. L'ensemble de la voirie et des cheminements ont été, quels qu'ils soient nature touristique ou qui soient de nature classique en tout cas, diagnostic, préconisation, chiffrage. Et cette étude a été financée sur la part restante des 50% qui était portée par la ville de La Flèche. Donc, c'est bien la ville qui l'a portée. C'est souvent la ville qui porte les études et c'est la Comcom qui paye les ouvrages ensuite au titre des compétences statutaires. Et donc, c'est le financement, c'est le programme Avélo 1 qui a pu financer donc, cette étude CEREMA et également des études préopérationnelles quasiment jusqu'à l'esquisse, enfin un peu avant l'esquisse, pour des aménagements cyclables, notamment un rond-point et un axe nord-sud. Ça, c'est des diapos, alors j'espère que vous les voyez bien, c'est des diapos qui viennent de l'analyse du travail de diagnostic du CEREMA. Donc, l'idée, classiquement, c'était d'identifier. Et donc, vous le voyez, là, c'est vraiment la quadrature du cercle parce qu'en fait, on a à la fois analysé ce qu'on appelle les pôles générateurs en termes de tourisme. Vous le voyez au nord-ouest et au sud-est, comme les commerces, les établissements scolaires, le centre-ville, les centres administratifs. Donc, à tout moment, voilà, les rivières, les lacs, les lieux de connexion en termes de mobilité douce. Donc voilà, ça c'est vraiment les enjeux de déplacement doux avec les pôles générateurs. Donc forcément, deuxième étape, c'était les intentions de déplacement doux et l'apaisement de vitesse. Donc identifier un réseau structurant, un réseau secondaire, et puis encore une fois, en vert, le réseau de loisirs, tout en sachant qu'en rouge, pour aller jusqu'au centre-ville, ça reste aussi un réseau de loisirs dans le sens où pour connecter le camping ou pour connecter la base de loisirs dont on parlait tout à l'heure, les lacs qui sont situés à l'est, là, avec le vert, c'était important de connecter au centre-ville. Et puis, on a fait figurer aussi sur cette carte, dès le début, la V44, la V44 et la V47. Donc, V47, c'est la vallée du Loir à vélo et la V44, c'est la vélo buissonnière, je suppose, Claire, hein, c'est ça ?
C'est ça. Ouais. Donc, vous voyez, à aucun moment, il y a une dichotomie où il y a pas tant une opposition, mais on a toujours travaillé à la fois le sujet des mobilités douces touristiques et des mobilités quotidiennes. Sur les intentions de déplacement doux, les priorisations des aménagements à réaliser, toujours le diagnostic du CEREMA, ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est adapté et ce qui est à corriger. Ce qu'il faut retenir du diagnostic du CEREMA, c'est qu'on était un bon élève, mais pouvait mieux faire, et notamment tout simplement sur une logique, on investit. On investit sur de la voirie, on investit sur de la sécurisation, on investit sur des services dont on parlera tout à l'heure, dans un système vélo, redonner la place à la fois aux cyclo-touristes et aux cyclo-quotidiens sur la voirie. Mais en fait, ce que nous a conseillé le CEREMA d'un point de vue purement budgétaire, c'est de se dire, là, vous avez besoin tous les ans de 70 000 à 80 000 euros à identifier au budget. Sinon, c'était noyé dans le budget voirie, on faisait quand on pouvait ou quand on avait le temps. Donc maintenant, l'enjeu, c'est vraiment depuis 2 ans d'essayer d'identifier en termes de fonctionnement un budget de 70 000 à 80 000 et en termes d'investissement, on en reparlera tout à l'heure. Je te passe la parole, Claire, sur la ville au cœur d'une destination. Oui, alors moi, je vais m'attacher davantage vous présenter la Flèche, mais surtout la vallée du Loir, parce que bien sûr, la Flèche se trouve sur la vallée du Loir. Alors, en fait, c'est vraiment des synergies d'acteurs, comme le disait Benoît. On a vraiment fait un mix et c'est totalement interconnecté. Vous avez, alors les cartes le compléteront, mais un certain maillage de boucles qui sont connectées à l'itinéraire de la vallée du Loir à vélo. Donc, comme je vous disais, la vallée du Loir à vélo, la V47, c'est un itinéraire national, cycle à vélo Bissonnière, qui fait 320 km, qui part des sources du Loir, donc à Saint-Aimant en Eure-et-Loire, qui traverse le Loir-et-Cher, la Sarthe, et qui va se connecter à la Loire à vélo, donc à Angers. Donc, on a des boucles connectées vraiment à cet itinéraire-là. Et puis, on a la vélo Bissonnière, la V44, qui, elle, fait plutôt le nord-sud et qui fait donc Alençon-Saumur. Voilà. Et donc, ces 2 véloroutes se trouvent à la Flèche. Et puis, on a un certain nombre de voies vertes autour de la Flèche. On le verra sur la carte d'à côté. C'est plutôt riche en voies vertes autour. Et puis, oui, alors bien sûr, on travaille avec nos prestataires. On tâche à ce qu'ils soient labellisés à Accueil Vélo lorsqu'ils le peuvent. La Flèche, ils sont plutôt bien réceptifs à ça. On a à peu près 18 prestataires et donc un certain nombre sur la Flèche, donc qui montre bien aussi une dynamique à ce niveau-là. Benoît, je veux bien la slide d'après, si tu veux. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc en vert la V44, donc vélo Bissonnière, qui passe vraiment dans le cœur de la ville. Il y a aussi une variante, alors on ne la voit pas sur la carte, mais une variante nature qui passe par les lacs de la Monnerie, vous voyez sur la droite. Et donc, cette vallée du Loir à vélo, qui est vraiment la plus au sud, sur le tracé un petit peu vers Nice jaune, là, vers Nice, donc qui fait ouest-est. Pour info aussi, il faut que je le glisse, c'est l'itinéraire le plus court pour rejoindre Paris à l'Atlantique. Voilà. Et donc vous voyez un certain nombre de boucles autour, et puis toutes ces voies vertes qui sont autour de la Flèche. Alors peut-être je me permets de rajouter juste avant de passer à la slide d'après, typiquement et pour coller au sujet, c'est que quand vous voyez cette voie verte qui est à gauche, là, Bazouges, Cré-sur-Loire en bleu, ou une autre qui est en voie de structuration, voie verte en projet, ou la verte qui est destinée vers Saumur, ou l'autre qui est destinée vers Alençon, il faut savoir en fait qu'elles sont utilisées toute l'année. C'est-à-dire qu'elles, sans doute, même en termes d'usage, elles sont sans doute plus utilisées sur des mobilités du quotidien parce qu'elles passent à côté de zones d'habitation et elles passent à côté d'entreprises. Donc là, vous avez un aménagement à vocation premier touristique, mais qui finalement, toute une partie de l'année, est utilisé à des fins de mobilité du quotidien. Et on a un éco-compteur. Alors, le premier éco-compteur, on en a plusieurs, mais le premier éco-compteur qui a dû être mis en 2009-2010, il est sur cette voie verte qui va vers Bazouges et Cré. De mémoire, non, je dis une bêtise, le premier, il est allé vers Zoo, excusez-moi. Il est au sud des lacs de la Monnerie. Et en fait, on a une zone industrielle juste après. Et quand on analysait nos éco-compteurs, on se rendait compte qu'effectivement, on avait une forte fréquentation le week-end, on était très peu
un peu moins parce que c'est des entreprises qui sont moins ouvertes l'été, et en hiver ou sur des ailes de saison, dès les week-ends de Pâques et autres, où on avait effectivement une fréquentation très touristique. Donc c'est ça qui est plutôt aussi intéressant, c'est que des aménagements touristiques ont eu encore une fois, et c'est pour coller au sujet, ont eu un usage pour les mobilités du quotidien. Je te passe la carte d'après, Claire. Oui. Donc oui, pour compléter, c'est tout à fait ça, en fait, que ce soit les profils de touristes sur notre vallée du Loir et à la Flèche en particulier, c'est de l'itinérant sportif, bien sûr de l'utilitaire et puis du loisir, ça colle. Donc voilà, et les infrastructures cyclables, elles sont valables pour tout type de pratique, c'est évident. Donc on essaie d'assurer les mêmes qualités de service pour tous ces pratiquants-là. Et puis je reviens aussi sur l'intermodalité. Voilà, on n'a pas de gare, mais en tout cas on a un réseau de bus, de cars qui sont équipés pour recevoir les vélos, et on travaille énormément là-dessus, et ça permet de connecter nos métropoles. Voilà, la carte là, elle reprend un petit peu les itinéraires. Donc en orange, vous avez la vallée du Loir à vélo, la vélo buissonnière en vert à Nice, et puis vous voyez que cet itinéraire se connecte à d'autres grands itinéraires, la Vélocénie, Saint-Jacques à vélo, la Vélo Française, et puis bien sûr la Loire à vélo. Donc vraiment, la Flèche est un carrefour de véloroutes, d'itinéraires, et on travaille dessus, et on continuera de travailler ainsi avec les voies vertes qui sont en projet également. Voilà. Alors, en termes de mobilité du quotidien, on aura réussi notre pari quand les mobilités du quotidien permettront de faire la Flèche, Montoire ou Châteaudun, mais je ne pense pas qu'on en soit là. Pour étayer le propos, il y a un office donc Claire représente l'office de tourisme, il y a un lieu d'accueil à la Flèche, et pour vous dire à nouveau que cette logique de mobilité du quotidien, si on n'avait pas pensé à ça en préparant la présentation, mais l'office de tourisme est situé dans la gare routière, ou la gare routière est située dans l'office de tourisme. L'office de tourisme fait d'ailleurs de la vente et de l'information au titre des transports du quotidien. C'est un lieu de location de vélos, mais c'est aussi l'endroit où arrivent les bus. Donc cette logique, encore une fois, tourisme et de mobilité touristique et de mobilité quotidien, le lieu d'accueil de l'office de tourisme, qui est le lieu qui accueille le plus de touristes, je pense, en Vallée du Loir, Claire, est vraiment complètement lié. Et sur ce lieu-là, on va en parler juste après, c'est l'endroit où on a installé aussi une consigne sécurisée. Donc, action et projet. Tu voulais rajouter quelque chose, Claire, ou pas ? Non. Vous dire en tout cas, voilà, qu'on travaille aussi de manière collective à l'échelle donc des deux régions, centre Val de Loire et Pays de la Loire, des 4 départements et 10 collectivités. Donc voilà, on travaille avec la communauté de communes du Pays Fléchois, avec la ville de La Flèche, comme toutes les autres collectivités, et de la même manière. Voilà. Merci. Donc, les actions et les projets issus du schéma. Donc, réflexion, dans ce qu'on en parlait tout à l'heure, réflexion dans son intégralité du marquage cyclable horizontal à l'échelle de la ville. Donc, à la fois sur de la signalétique ou sur du marquage lié à la question du tourisme, des mobilités quotidiennes. Aménagement sécurisé en double sens cyclable aux abords d'un établissement. Aménagement cyclable du giratoire des médaillés. Études opérationnelles concernant l'axe nord-sud. Alors, typiquement, l'aménagement cyclable du giratoire et l'axe nord-sud, l'axe cyclable nord-sud, c'est là aussi à Vélo 1 qui a permis de financer les études préop sur ces deux éléments. Et le giratoire des médaillés militaires a été retenu au titre de l'appel à projet mobilité active, continuité cyclable en 2021. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et en fait, ces deux axes-là, ils sont extrêmement importants au titre des mobilités du quotidien, mais qui plus est pour les médaillés militaires, mais sans doute aussi pour l'axe nord-sud avec l'office de tourisme, dans des mobilités touristiques, puisqu'ils connectent avec ou des lieux à forte vocation touristique, ou alors avec des voies vertes. Et puis, réflexion pour passer l'ensemble du centre-ville en zone 30, voire en zone 20, ça en fait une ville apaisée où on peut aller dans son commerce de proximité avec plaisir, mais aussi une ville touristique et moins routière. Et puis ça, je tiens aussi à le rappeler, aménagement du site de Port-Luneau et de la place Henri IV. Donc, la place, c'est la place centrale. Le site de Port-Luneau, c'est un site qui est à quelques mètres de la place centrale et en fait, qui est à ce jour plutôt une départementale avec beaucoup de parking. Et actuellement, nous travaillons avec Phytolab, qui est un gros bureau d'études nantais,
pour la reconquête des bords de rivière. Et là, c'est d'ailleurs une des cartes vient de la phase esquisse de Phytolab. Et là, c'est absolument passionnant parce qu'en fait, on va supprimer quelques places de parking, on va réadapter ces parkings et la mobilité quotidienne aura son lieu dédié là parce que les gens auront envie d'aller vite de leur lieu de travail à leur lieu d'habitation ou inversement. Et sur la partie promenade, on sera plus sur des vélos flâneurs, un endroit où les enfants peuvent apprendre à faire du vélo, où on aura des équipements vélo. En termes de services, installation de 2 abris vélos sécurisés, dont un comprenant de nombreux services, c'est celui de l'Office de tourisme, grâce à la subvention Alvéole. Donc là, on est sur un équipement à 60 000 € avec consignes sécurisées, système de recharge, système de réparation, et qui doit pouvoir servir à la fois aux touristes, et c'est l'Office de tourisme qui peut, dans ces cas-là, remettre le système d'accès, comme aux usagers quotidiens, puisque on vous l'a dit tout à l'heure, il y a les bus. L'animation savoir rouler à vélo, opération armée à vélo, animation d'un réseau d'acteurs, ça on en a parlé déjà dans l'ordre d'autres présentations. Vous avez les ordres de grandeur des grands chiffres sur 5-6 ans d'investissement. Effectivement, on n'ira sans doute pas sur l'intégralité, mais on réussit déjà sur la résorption de points noirs à 340 000, sans doute un autre à 500 000, et puis une forte politique d'animation autour des 60 000. Et puis, pour finir, et très rapidement, parce que je pense que le temps est compté, sur les clés de la réussite, et pour résumer, c'est ce qu'on a voulu vous dire avec Claire, c'est penser système vélo. C'est ce que dit le sociologue Errand, et il avait je ne sais plus son prénom, mais il avait symbolisé ça lors du congrès de l'affûtement. C'est vraiment de penser système vélo. C'est-à-dire qu'on a pensé nos villes pour la bagnole, et là, c'est vraiment d'essayer de le penser pour le vélo. Vélo quotidien ou vélo loisir, encore une fois, tous les mésaménagements sont pensés dans la double logique, en prenant compte cependant des attentes de chacun. Donc, encore une fois, cette question de Port-Luneau, où on va avoir un lieu dédié à la promenade, un lieu pour prendre sa photo, pour se poser et en faire une étape, mais en même temps, une bande cyclable réservée aux usagers du quotidien ou ceux qui veulent aller plus rapidement. Donc, vous développez une culture à vélo en interne à la collectivité. On a la chance d'avoir un directeur général des services techniques et puis en même temps l'OTVL, donc Claire Jousse et les collègues qui font un lobbying très sain pour que la culture vélo soit toujours présente, et puis une association partenaire qui adhère à la FUB aussi, qui est plus sur la mobilité quotidienne et sans doute moins sur le vélo tourisme, et puis animer un réseau d'acteurs, donc collectivités, associations, entreprises. Je vous ai parlé des différents équipements. Donc pour conclure, envisager la double logique, encore une fois, vélo quotidien, vélo loisir, mais c'est aussi une opportunité financière. Parce qu'encore une fois, sur certains sujets, on peut à la fois prétendre à une subvention qui est liée à une subvention régionale sur des financements vélo par rapport au tourisme, mais en même temps un appel à projet national sur de la mobilité du quotidien. Donc la double logique, c'est aussi potentiellement 2 opportunités financières. Qui plus est, avec par exemple le département qui va être sur un sujet cyclable, et puis la région qui va être sur un autre sujet cyclable, et peut-être l'État sur un appel à projet ou une AMI. Donc, tout envisager en amont, ça a toujours été la culture fléchoise et du pays fléchois. On veut des schémas, et c'est comme valable pour tout, c'est valable pour le tourisme, l'habitat, le logement. Un schéma stratégique, des fiches actions, permettant d'avoir des projets toujours prêts, phase esquisse au minima, et d'ailleurs c'est au maxima, pour pouvoir, c'est pas l'opportunité de financement qui fait le projet, mais bien le projet, et on va chercher, et on fait de la veille en permanence sur les financements. Donc, pensez à la fois aménagement cyclable, ça c'est notre logique, logique de service public, celle de la collectivité ou des collectivités, ville et Comcom, mais aussi une logique purement privée, qui est celle, ou en tout cas une purement commerciale, c'est celle que porte légitimement l'Office de tourisme de la Vallée du Loir, dans une logique de process pur et dur, développement, promotion, commercialisation, accueil, c'est ce que fait clairement l'Office de tourisme. Donc avoir une logique marchande, une logique de rentabilité pour les prestataires touristiques, et puis une logique purement service public qui est celle de la collectivité. Relation avec les usagers, association locale, donc on vous l'a dit, une association qui adhère à la FUB et qui fait du lobbying, mais aussi démocratie participative, parce que pour notre petite commune de 15 000 habitants, on a un chef de projet sur la démocratie participative. Par exemple, sur le site pour le projet Port-Luneau de reconquête des bords de rivière, on a eu entre 500 et 600 contributions des habitants sur la question de la requalification de Port-Luneau et l'importance en particulier de la mobilité douce, de l'apaisement et de la place du vélo. Et concilier là, et d'ailleurs je viens à le dire, le premier régime d'acteurs qui est intervenu sur le sujet, c'était les commerçants. Concilier la relation au temps de l'action. On est sur des attentes à court terme et parfois effectivement des projets à plus long terme, d'où l'importance d'avoir dans son écosystème le CEREMA, l'ADEME,
d'avoir une veille en permanence sur les subventions possibles, les opportunités financières possibles et des relations en infra, main dans la main avec l'Office de tourisme et les autres partenaires des destinations institutionnelles. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui avec Claire. Claire, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Je ne crois pas, c'est parfait. Eh bien, merci beaucoup Claire, merci beaucoup Benoît pour cette présentation qui démontre, s'il en était besoin, la synergie entre des questions de vélo mobilitaire et de tourisme à vélo, qui illustre aussi le fait que quand on cherche à dimensionner une infrastructure cyclable, eh bien, on la conçoit avant tout pour le plus grand nombre, hein, sans forcément faire la différence entre qui va l'utiliser, des touristes ou des vélos mobilitaires, puisque les enjeux sont quand même souvent les mêmes. Je ne sais pas s'il y a des questions pour nos deux intervenants. Flavien? Non, je n'ai pas repéré de questions dans le chat. Je te propose de poursuivre, mais si certaines personnes ont des questions pour Benoît et Claire, n'hésitez pas. Je pense qu'ils pourront vous répondre soit en direct, soit dans le chat. Merci. Très bien, merci encore. Eh bien, je vous propose de passer à notre dernier territoire, notre dernier retour d'expérience, avec Laurence Bréban et Mathilde Berthet, de la communauté de communes des Rives de Saône, qui vont nous présenter l'exemple d'un territoire fluvial qui mise sur le tourisme à vélo. Laurence et Mathilde, c'est à vous. Alors, c'est peut-être Mathilde qui partage son document. On a toujours une page blanche. Peut-être que en enlevant le plein écran, peut-être que… Oui, je vais essayer de vous le partager, sinon mon PowerPoint. Très bien, essayons comme ça alors, Laurence. Voilà. Je veux pas. D'accord. Alors en fait, juste, je vais commencer. Donc Laurence Bréban, moi je suis vice-présidente à la communauté de communes, je suis en charge du tourisme et du fluvial. Donc là, on a eu des expériences de territoire qui sont déjà bien avancées sur tout ce qui est déplacement vélo. Nous, en fait, on est parti plutôt du déplacement, du tourisme à vélo, et ça nous amène à aller plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça nous amène à travailler sur le déplacement quotidien de la population. Nous sommes un territoire traversé par des voies d'eau et des véloroutes. Je pense que ça va finir par s'ouvrir. Donc en fait, oui. Laurence, oui. Si vous voulez, moi je peux partager mon écran. Ah, ça y est, non? Ah, ben, je dirais que l'espoir est permis. Après, si le diaporama peut être mis en défilement, c'est bien aussi. Diapositive actuelle. C'est bon? C'est parfait. Donc voilà. Donc nous sommes une communauté de communes de 38 communes avec, disons, trois centres-bourgs, donc assez éloignés. Vous avez Brazay qui est le chef-lieu de canton, en fait, qui est plus au nord. Ensuite, Saint-Jean-de-Laune, qui est vraiment à la croisée des voies fluviales. Et puis Seurre, plus au sud-ouest de la communauté de communes. On a donc beaucoup de petites communes, on a 32 communes de moins de 10 habitants et 57 conseillers communautaires et 123 agents à la communauté de communes, sachant qu'il y a beaucoup forcément de temps partiel avec l'enfance jeunesse. Donc le territoire est traversé par la Saône. Saint-Jean-de-Laune, c'est le carrefour avec le canal de Bourgogne et le canal du Rhône au Rhin. Donc, nous, on a beaucoup de tourisme fluvial, mais on a aussi du tourisme itinérant, puisqu'on a la voie bleue qui fait Luxembourg-Lyon, qui traverse vraiment tout notre territoire, et on a l'Eurovélo 6
voilà, qui est en superposition sur la quasi-totalité du territoire. On a de gros passages de cyclistes depuis longtemps, en fait. On avait 20 000 passages de cyclistes, sachant qu'il y a effectivement des riverains qui se promènent sur le long de la Saône. Hein. Donc en fait, nous, ce qui nous importe maintenant, le tourisme à vélo, on a déjà travaillé dessus depuis pas mal de temps. On a des propositions d'amélioration et notamment on travaille là sur le développement fluvial qui entraîne en même temps le développement fluvestre et donc tout ce tourisme à vélo. Nos objectifs, c'est vraiment de faire un mode de déplacement doux et sécurisé. Parce qu'en fait, ce sont des routes, on n'est pas en ville, on est vraiment au milieu rural, donc il y a des routes qui sont très circulées et à assez grande vitesse. Donc c'est aussi un enjeu pour la communauté de communes de sécuriser tous ces trajets. On a des voies d'itinérance, donc en fait, on cherche aussi à développer des balades à vélo. Et notamment, notre problème, comme on est quand même un lieu de passage, c'est de développer des circuits vélo, des boucles. Et, parce que sinon, on a beaucoup d'allers-retours, en fait. Hein, donc, le long de la Voie Bleue, le long de la Saône, mais on a peu de boucles à proposer. Et c'est ce qui nous manque un peu pour l'instant. On a donc 2 bureaux d'information touristique, un à Saint-Jean-de-Laune et un à Sœurs, qui sont labellisés Accueil Vélo et qui sont sur le tracé des véloroutes. Donc on a déplacé même ces 2 bureaux d'information en 2 temps, mais en quelques années, pour les rapprocher du passage des cyclos. Et on voit vraiment la différence et on arrive mieux à gérer donc ce passage et à le capter. Quoi vous dire d'autre? On participe aussi activement au comité d'itinérance de la Voie Bleue, qui nous apporte vraiment une expérience importante et nous a permis de mettre en valeur le territoire et puis qui nous permet un partage d'expérience qui est très intéressant. Et puis on mutualise nos compétences avec tous les comités techniques sur lesquels on peut amener notre partenariat. On a donc mis en place, donc là vous avez la photo de l'esplanade des itinérances, voilà, ça porte bien son nom, donc qui est juste à l'embouchure du canal de Bourgogne. Et là on a mis en place à partir de cette année d'ailleurs des VAE qui sont à destination des touristes mais aussi des habitants. Et je dois dire que ça démarre plutôt bien. On a déjà des locations importantes. En plus, on se rend compte que, vu les augmentations des coûts de transport, là j'étais en conversation avec un prestataire, du coup les gens restent plus longtemps. On était vraiment un lieu de passage, donc les gens, c'était de la moyenne, c'était à peine 2 nuits. Et là, les réservations pour cet été, c'est vraiment c'est au moins 3 ou 4 nuits. Et notamment, la possibilité, ils cherchent la possibilité après, sur place, de circuler à vélo pour avoir des moindres coûts. Donc, je pense que cette année, ça va être assez bien. C'est assez bien parti, en tout cas. En parallèle, effectivement, donc nous, à l'échelle de la communauté de communes, la réflexion sur le tourisme à vélo, donc ça a été une réflexion initiale qui a ensuite permis de réfléchir à plus large échelle. On a parlé tout à l'heure de travailler la synergie et de travailler sur des plans d'ensemble à l'échelle de la collectivité. Donc là, la CCRS vient de lancer son schéma directeur des mobilités durables. Ce schéma, il est financé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt France Mobilité, qui a été lancé par l'ADEME. Voilà. L'idée de ce schéma, c'est vraiment de définir un plan d'ensemble. Donc, on l'a évoqué, enfin, ça a été évoqué précédemment dans les différentes présentations, pour pouvoir travailler sur un réseau d'itinéraires qui va viser à encourager et développer donc, les mobilités durables.
Donc tout ce qui est vélo, marche à pied, covoiturage, et puis également travailler sur l'intermodalité. Donc on a vu aussi au fil des témoignages que c'était une des clés de la réussite de ces politiques. L'idée aussi, c'est de pouvoir relier nos communes et nos centres-bourgs entre eux. Voilà, de travailler à la fois sur, de pouvoir aussi profiter des itinérances, des voies d'itinérance, pour qu'elles soient aussi le support effectivement de notre mobilité utilitaire sur le territoire. L'idée, c'est aussi de pouvoir développer des services complémentaires pour favoriser l'usage des mobilités durables, de pouvoir travailler les continuités avec les territoires voisins, donc notamment aussi sous l'angle tourisme à vélo, de pouvoir, on en a parlé aussi, travailler à des projets qui seraient prêts. Voilà, l'idée c'est d'avoir des linéaires ou des projets prêts à être déposés dans le cadre d'appel à projets ou autres dispositifs financiers. Et puis aussi de pouvoir travailler sur un plan de communication et de valorisation des équipements et des actions mobilité qui seraient portées sur le territoire. Donc les cibles de ce schéma, on est bien sur les déplacements du quotidien et de loisirs des habitants, mais également les déplacements touristiques pour les visiteurs qui viendraient sur le territoire. Donc là, on vous a remis un petit schéma qui retrace effectivement les différents objectifs de cette étude. Donc notre maillage global à l'échelle de la communauté de communes. L'idée, c'est vraiment de travailler à l'appropriation de ce schéma de l'ensemble des communes de Rive-de-Saône. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec toutes les communes du territoire. De pouvoir développer donc, les conditions d'augmentation de la part modale relative aux mobilités durables, d'organiser l'intermodalité, notamment l'intermodalité gare-vélo, ou bien également de travailler sur l'accessibilité à nos zones d'activité, à nos équipements structurants sur le territoire. Et puis, on en a parlé aussi donc, de travailler les continuités des itinéraires. En parallèle, la collectivité mène toute une campagne d'animation et de sensibilisation à destination de différents publics. On a tout un travail de sensibilisation des publics scolaires. Donc, c'est des ateliers qui sont réalisés par un moniteur fédéral qui est membre d'une association cyclable sur le territoire. Donc, on a un module de savoir rouler à vélo. Et puis, on a un module également d'entretien vélo. Voilà, des cycles d'entretien qui sont réalisés donc à la fois avec les enfants du périscolaire et aussi avec les collégiens de nos deux collèges qui sont sur le territoire. Et puis une politique aussi interne à la collectivité. La collectivité a un plan climat et énergie territoriale dans lequel on a un axe fort sur la mobilité et notamment sur l'exemplarité de la collectivité. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les agents sur la sensibilisation de recourir à des mobilités durables. Et puis notamment, on a participé l'an dernier au challenge mobilité, challenge régional de la mobilité, et on s'est vu recevoir donc, le premier prix des territoires ruraux. Donc c'est quelque chose qui a été très encourageant et très également fédérateur au sein de la collectivité. Au niveau des perspectives, Laurent, je ne sais pas si vous voulez. Donc, Laurence en a parlé tout à l'heure. En termes de perspectives, donc un travail important sur la proposition de boucles qui viendrait drainer un petit peu le territoire. Un travail sur la structuration des itinéraires pour relier nos différents sites en toute sécurité. Donc, les centres-villes, les gares, des équipements touristiques ou d'intérêt communautaire, donc comme un espace aquatique ou des musées de plein air, donc par exemple les temps rouges. Travailler aussi sur des prestations de navettes pour déplacer à la fois les cyclos et les vélos. Donc ça a été évoqué tout à l'heure sur voilà, aller d'un point A à un point B et puis pouvoir rapatrier tout le monde sur le site de départ ou pas. Travailler aussi sur la gestion des déchets des cyclistes et puis pouvoir développer des hébergements collectifs pour accueillir des groupes et notamment des groupes donc, de cyclotouristes. Voilà.
On vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des précisions. Je pourrais juste rajouter que en fait, nous, nos touristes, ce sont du tourisme fluvial. Et quasiment sur tous les bateaux, il y a des vélos en fait, hein, parce que dès qu'ils s'arrêtent, ils sortent les vélos et ils vont se promener. Et on a aussi beaucoup de camping-cars, et à l'arrière des camping-cars, il y a aussi toujours des vélos. Donc c'est vrai que nous, on est parti un peu de ce constat on développe pour les touristes, c'était notre constat de départ. Mais là, avec la politique qu'on lance, donc, vous voyez, tourisme et aménagement du territoire, c'est vraiment, on travaille tous ensemble. C'est vraiment de développer l'usage du vélo donc sur le territoire, et ce qui va faire une belle synergie avec les cyclistes qu'on a déjà sur place, quoi. Merci beaucoup Laurence, merci beaucoup Mathilde. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions dans le chat. Moi, je vais juste amorcer. On a un bref temps de questions-réponses. On arrive bientôt à la fin de notre webinaire. Vous avez cité les questions d'équipement d'intérêt communautaire à développer. Ça me fait penser à la question de la voirie d'intérêt communautaire. Est-ce que vous avez la compétence sur tout ou partie des aménagements cyclables dont vous assurez la planification ou pas? Non, on n'a pas au niveau de la communauté de communes, non. Le département donc gère une véloroute, la voie verte, mais sinon, non, c'est… D'accord. Donc la gouvernance, c'est de la mise en synergie d'acteurs. Donc vous organisez la gouvernance, mais vous n'avez pas la maîtrise d'ouvrage direct des aménagements. Voilà, exactement. Très bien. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions dans le chat, à moins que Flavien en ait repéré. Si ce n'est pas le cas, ce que je vous propose, c'est alors déjà de remercier tous nos intervenants pour leur présentation vraiment très inspirante et qui, je l'espère, donneront des idées à nos participants. Et justement, pour illustrer ça, je souhaitais partager avec vous une dernière fois le board. Et tout simplement, encore une fois, vous interpeller et vous demander, alors on peut peut-être remettre le lien du klaxon dans le chat pour ceux qui l'auraient perdu, à partir de toutes les expériences, les retours que vous avez pu voir aujourd'hui, à partir de la présentation qu'a pu faire Sophie Rapinel des clés d'une politique de développement touristique réussie. Quelles actions vous semblent, à vous, prioritaires sur vos territoires pour mener votre territoire à développer le tourisme à vélo? Alors pour l'instant, il y a juste une adresse mail qui vient d'apparaître, jalonnée, d'accord, très bien. Donc on sent que ça vient peut-être de Gilles. Hein. Le jalonnement étant, et on le ressent, hein, ça se voyait dans sa présentation que c'était peut-être la première… le socle pour développer le tourisme à vélo sur un territoire. N'hésitez pas à continuer à réagir sur cet item-là. Autre item sur lequel on vous propose de réagir, c'est ce que vous retenez du webinaire d'aujourd'hui. Un mot-clé, une idée. Et on partage également avec vous dans le chat le lien vers le questionnaire d'évaluation de cette session, de ce webinaire qui a été donc consacré au tourisme à vélo, pour avoir vos retours, hein, comme on le fait pour tous les webinaires. On commence à le faire dès maintenant et puis on vous retransmettra bien sûr le lien hein, quand on vous transmettra les supports, le replay, le programme de ce webinaire. Donc voilà, on voit dans le jalonnement hein, qui semble être considéré comme l'action prioritaire à mener pour développer le tourisme à vélo. J'ai vu que le chat s'était quelque peu animé. Je départage. Les partages de liens. Vous D'accord. avez tout à votre disposition. Très bien, super. Eh bien, voilà, on est très heureux de vous avoir accompagné sur ce webinaire consacré au tourisme à vélo. On remercie encore chaleureusement nos participants, notre partenaire vélo et territoire, les personnes qui ont accepté de prendre de leur temps pour
bien, partager voilà, ce qu'ils ont pu réaliser sur leur territoire. C'est vrai que le tourisme à vélo, ce n'est pas le cœur du projet à vélo 2, mais on voit bien quand on voit les présentations que finalement, quand on parle tourisme à vélo, on parle de développement global du vélo, quels que soient les motifs. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier encore tout le monde, vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et puis vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire à Vélo 2 qui sera consacré au financement, aux possibilités de financement des politiques cyclables. Voilà, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.